Bonjour Francaise. Bonjour, messieurs. Merci de nous accueillir à la Gaillette. Vous n'êtes pas comme chez vous, mais on est heureux de vous accueillir quand même. Fin de la trêve internationale, on se demandait si vous aviez pris 15 jours de vacances. 4, ce qui était déjà pas si mal. Voilà. On a vraiment l'occasion de couper dans ces cas-là. On sort du foot totalement ou on reste toujours un peu connecté? À partir du moment où déjà on change d'environnement, ce qui a été mon cas, ce qui a été aussi le cas de quelques joueurs et des membres de mon staff, ça permet quand même de déconnecter. Et puis j'ai pas trop ouvert l'ordi, j'ai pas ouvert l'ordi. Et voilà, j'ai eu juste deux, trois petits coups de fil à gérer ou SMS, mais ça a été plutôt une vraie coupure. On arrive à avoir un peu de loisirs, comme Monsieur Tout-le-Monde À ce moment-là, oui, pour tout vous dire, donc j'ai changé de région. Vous savez peut-être que j'ai une affection pour la Bretagne, donc je suis parti en Bretagne. Et j'ai refait du vélo, parce que j'ai eu longtemps un moment des problèmes de dos. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas monté sur un vélo. Et je confirme, ça ne s'oublie pas. Vous avez fait les Monts des Flandres un peu? Ah non, plus de la Bretagne? J'ai juste fait des petits tours, voir si ça tournait toujours, et puis voilà, prendre un peu l'air, marcher un peu. Et c'était très agréable. Bon, et vous êtes replongé dans l'actualité, parce que mardi soir, vous étiez au stade Pierre-Mauroy, vous avez assisté à ce match de l'équipe de France et surtout à la deuxième sélection, la première titularisation de Jonathan Klaus. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur? D'abord, il y a eu les événements que vous avez pu suivre avec l'annonce en direct de la sélection. Alors, on savait que Jo avait été préconvoqué. Lui, il n'avait pas toutes les infos, parce que nous, on les avait gardées pour nous, parce qu'une préconvocation, c'est une chose, mais s'il n'y a pas la convocation derrière. Et puis, voilà, on savait que dans les heures qu'on précédait, que ça sentait bon pour lui, et bon pour lui, et puis bon pour le club, évidemment, parce que voilà, chaque travail est en connaissance quelque part du collectif. Donc ça a été un bon moment, et j'oublie pas, parce que je tiens à le dire, je l'ai déjà dit, on avait 10 ou 11 sélectionnés pendant cette trêve, alors aussi Kali avec les espoirs, qui a marqué, ça s'est très bien passé, le Brian Pereira qui s'est qualifié avec l'équipe de France U19 pour le championnat d'Europe, un des rares joueurs qui a fait les 3 matchs complets d'ailleurs de ce championnat d'Europe, enfin de ce tour élite. Et puis d'autres joueurs qui ont connu, comme Yannick Pandore, qui est notre 3e gardien, sa première sélection avec les Comores. Donc voilà, il y a eu on va dire la cerise sur le gâteau avec Jo. Mais c'est le travail et la reconnaissance d'un certain nombre de joueurs de l'effectif. Vous avez assisté au match entre la France et l'Afrique du Sud, avec des scènes assez incroyables, d'un Lensois d'abord sifflé dans le stade de Lille et finalement ovationné. Comment vous avez vécu ça, vous, de l'intérieur? Oui, il y avait en effet quelques sifflets. Bon, il y en avait eu à Marseille aussi. Bon, voilà, c'est comme ça. C'était pas les 50 000 spectateurs qui sifflaient non plus. Et puis surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'au fur et à mesure, ça a totalement changé. D'une part parce qu'on supporte l'équipe de France, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est pas un Lensois ou un Lillois ou un Monégasque, c'est l'équipe de France. Et puis je pense que Jo a fait en sorte que ça se passe bien et retourner un peu la situation. Et puis moi je retiens, c'est au moment de sa sortie à 2-3 minutes de la fin, où il y a, je pense, eu que des applaudissements. En tout cas, moi j'ai entendu que des applaudissements. C'est historique quand même, un Lensois ovationné à Pierre-Mauroy, ça n'est pas arrivé souvent et ça ne va pas arriver souvent. Après, les gens sont intelligents aussi, alors il y a parfois quelques débordements d'une petite partie, mais voilà, les gens qui étaient au stade hier, je pense pour la grande majorité, sont d'abord des supporters de l'équipe de France et puis des amoureux du football, et à partir de là, les choses sont plus simples. En tant que coach, manager, maintenant, il y a un après-équipe de France à gérer pour vous avec le cas de Jonathan? Pour moi, non, ça va rien changer. La seule chose que ça va changer, c'est que ça va amener, mais pas pour moi, mais pour lui, un niveau d'exigence supplémentaire en termes d'exemplarité. Voilà. Mais il le sait déjà, on a pu en discuter ce matin, on s'est retrouvé avec Jo, puisqu'il est venu dès ce matin pour les soins, le décrassage, et un ou deux joueurs. Voilà, c'est de voir le plus haut niveau, ça mène un surcroît d'exigence, sans pour autant se prendre la tête. Il doit rester qui il est, comme il l'a très bien fait hier et pendant le rassemblement. Mais oui, être encore plus exigeant pour lui, sur le football, sur les autres aspects qui sont
liés au foot, mais qui sont hors foot. Et puis aussi dans l'impact qu'il peut avoir auprès de ses partenaires, voilà, sans pour autant qu'il change qui il est, parce qu'il est très bien comme il est. Et puis pour vous, c'est aussi une belle récompense de manager. Ouais, oui. Enfin, hier, c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs dans les travées mais je dis, il a eu beaucoup d'entraîneurs, Jo. Il a eu beaucoup d'entraîneurs. Et tous, d'une manière ou d'une autre, apportent quelque chose. Alors là, moi, je suis son dernier, il y en aura d'autres derrière. Mais voilà, c'est son parcours qui est à mettre en valeur, et le parcours des gens qu'il a croisés. Donc voilà, ni plus ni moins. On s'intéressait aussi à vous, on voulait parler de votre image à Lens. Je ne sais pas si vous mesurez l'aura que vous avez gagnée au fil des matchs, au fil des mois, en arrivant finalement plutôt anonymement à Lens et dans cette ville qui respire le foot. Est-ce que vous sentez cette image que vous avez En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de retours sympas. Voilà, très sympas, touchants. J'ai encore eu ce matin avec des enfants qui étaient là, et des accompagnants pour une opération, et puis aussi pour des jeunes qui sont dans les hôpitaux. Donc oui, j'ai beaucoup, hier, justement à Lille, aussi beaucoup de... Alors je ne dis pas que c'est sur les Lillois, c'était des Lensois, mais oui, c'est plaisant. Alors moi, je suis un peu la tête de gondole du staff, comme certains joueurs sont les têtes de gondole de l'effectif. Et voilà, très heureux, je le partage. Enfin, je le partage, en tout cas, c'est un travail collectif. Voilà, on a toujours des têtes d'affiche, quoi. Donc j'en fais partie par rapport au staff. Mais en tout cas, c'est super plaisant. C'est une reconnaissance pour le club qui, comme tout club de foot, a des hauts et des bas. On est dans une phase où les choses sont reparties depuis quelques temps. Et après, maintenant, c'est le travail du quotidien qui compte. Qu'est-ce que vous dites, Franck, à ces supporters qui aimeraient vous voir entraîneur du Racing à vie? Ouais, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je suis dans un très beau club, vraiment. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça durera. Ça fait quand même déjà 5 ans alors pas 5 ans que je suis avec les pros, mais 5 ans que je suis au Racing Club de Lens. C'est déjà un beau moment et un long moment dans le football. Quand on regarde les stades d'un peu plus près, dans le foot professionnel, c'est 385 jours un entraîneur de Ligue 1 en ce moment en moyenne. Donc vous voyez, c'est à peine un an et un mois. En tout cas, je m'éclate. Je m'éclatais avec la réserve d'ailleurs, je m'éclate toujours. Après, ce que sera l'avenir, on verra en temps et en heure. C'est encore possible dans ce monde du foot business, un destin à la Ferguson, à la Giroud et est-ce que c'est ce que vous souhaitez finalement? Tout est possible. Oui, tout est possible. Alors même si ça reste des exceptions. Voilà, je pense que les entraîneurs qui ont duré le plus longtemps au club sur les 20 ou 30 dernières années, c'était 3 ans, 4 ans, je pense. Peut-être M. Berge, je pense, qui a dû faire 4 ans. C'était peut-être le plus long sur les 30-35 dernières années. Voilà, tout est toujours possible. L'important, c'est de garder beaucoup d'énergie, de se renouveler et sentir que le club continue à avancer et se donne les moyens d'avancer. Voilà, mais tout est possible. Mais comment on se renouvelle? Parce que là, par exemple, dernièrement, il y a eu forcément des critiques sur le jeu défensif de l'équipe. On disait Franck devrait changer de système, passer à 4 derrière pour solidifier le tout. Comment on fait pour se renouveler, pour toujours être au top? Bon, pas en écoutant ce genre de choses, parce que sinon on change toutes les semaines et finalement on perd tout le monde. Il faut avoir des principes. Moi, je connais mon métier, je fais des erreurs, on ajuste. Le système ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Il y a quels sont les joueurs dans le système, quelles évolutions on fait à chaque rencontre, sur quel discours on insiste aussi parfois. Après, comment on évolue, comment on fait évoluer, il y a l'effectif qui bouge. Les staffs aussi peuvent bouger aussi, il peut y avoir de l'oxygène qui arrive.
Le coach peut partir. Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, mais après, ce qu'il faut, c'est avoir les idées claires. Pas être têtu, mais quand même avoir certaines idées claires. Et puis s'adapter, parce que quel que soit notre métier, vous vous adaptez tous les jours. Chacun dans son métier s'adapte tous les jours, mais moi je suis pareil, il faut que je m'adapte. Et puis essayer de trouver des solutions. On ne les trouve pas toujours, mais en tout cas on cherche. Vous venez de dire que vous n'écoutiez pas tout le monde, que ce n'était pas possible. Vous écoutez qui et comment, par exemple, démarre votre journée? Vous lisez la presse, vous écoutez la radio, regardez la télé? Comment vous gérez ce... Alors j'écoute la radio quand je prends mon café le matin. J'écoute France Inter souvent. Et dans ma voiture aussi. Et puis après, j'écoute mon staff. Voilà, j'écoute mon staff. Quand on parle de football, j'écoute mon staff, à la fois sur le plan médical, à la fois sur le plan physique, à la fois sur le plan tactique, parce que j'ai des gens qui sont compétents et en qui j'ai confiance. Voilà, eux, je les écoute. Même si c'est moi qui décide, mais eux, je les écoute. J'écoute Flo, le directeur sportif, qui est... voilà, j'aime bien avoir son ressenti sur les matchs, même s'il reste à sa place, parce qu'il connaît très bien le foot, il était joueur, il était entraîneur, mais j'aime bien avoir aussi son ressenti. Donc voilà, sur le football, voilà les gens que j'écoute. Après, il y en a plein que j'entends, mais... Et vous lisez l'équipe, par exemple, chaque matin? J'ai une appli qui me permet de lire l'équipe. Je ne lis pas de fond en comble. Il y a certains articles qui m'intéressent, il y a certains éditos que je lis avec plaisir. Voilà. Je lis aussi parfois sur d'autres sports, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Vous aimez quoi, par exemple? Moi, j'aime bien regarder le rugby. Voilà, j'aime bien les sports co en général, rugby, hand, mais j'aime bien le rugby. Alors, je suis surtout l'équipe de France, voilà, parce que mais j'aime bien le rugby parce que je trouve qu'il y a des valeurs, un engagement, et puis aussi des gens qui se renouvellent. On voit bien avec l'équipe de France notamment. Et puis surtout écouter ce que disent les autres entraîneurs. Voilà. Alors du foot, mais des autres disciplines aussi. Qu'est-ce que dernièrement, par exemple, vous avez peut-être pris du rugby dans votre quotidien d'entraîneur de foot? Est-ce que j'ai un exemple récent? Non, c'était une confirmation. J'avais, il y a quelques temps déjà, écouté Christophe Furios qui parlait je ne sais pas si on le cataloguait, tel type d'entraîneur, mais il dit, lui, qu'il fait en fonction du contexte d'abord. On n'entraîne pas à Castres, comme à Brive, comme à Bègle, comme au Stade Français. Et dans le foot, c'est pareil, en fait. Je pense on doit appréhender le contexte, ça c'est une évidence. Voilà, je pense qu'on n'entraîne pas à Lens comme on peut entraîner. Je ne vais pas citer d'autres clubs, mais, Oui, comme dans d'autres clubs. Mais quand vous venez quand même à Lens, Franck, il y a cette idée directrice qui est là quand même. Quand j'arrive, je suis d'abord avec l'équipe réserve. J'arrive en septembre 2017 et l'équipe réserve a des difficultés au classement. Le contexte, c'est de se dire d'abord quels sont les joueurs que vous avez. Voilà, quel est le potentiel, dans quoi ils vont être les meilleurs, qu'est-ce qu'il faut développer, qu'est-ce que je peux amener moi, parce que je peux pas, l'entraîneur il va pas tout changer non plus, hein. Mais il faut optimiser les potentiels, encore plus quand on est en formation, optimiser les potentiels, mais ou les développer, les optimiser. Et voilà, et il y a eu des évolutions, parce que pendant les 3 ans, j'ai changé de système. D'ailleurs, j'ai passé à 3 à un moment, en 3 défenseurs, centraux. Et puis, de la même manière, quand je suis nommé à la tête de l'équipe première, c'est voilà, qu'est-ce que je peux optimiser au moment où j'arrive, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire avec le club sur le recrutement, et puis sur le recrutement du staff, sur le recrutement des joueurs, sur toutes les petites améliorations qu'on a mis en place depuis 24 ou 25 mois, la plupart des gens ne voient pas. La plupart des gens ne les voient pas, mais nous... Qu'est-ce qu'on ne voit pas alors? Non, mais tout ce qu'on a pu mettre en place sur la diététique, sur le yoga, sur la psy, sur un staff qui est beaucoup plus fourni, encore plus compétent, parce qu'il y a des compétences qui n'existaient pas avant. Donc ça, par exemple, sur l'analyse vidéo, sur les datas, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Beaucoup de choses qui ont bougé. Et voilà, ça, les gens ne savent pas forcément.
même si le staff avait été présenté il y a quelques semaines, il y a quelques mois, mais voilà, ça c'est des choses qui ont bougé concrètement. Après le match à Angers, Jonathan Klaus, pour revenir à ce cas, avait parlé de cette période un peu de dépression, où il avait vécu des moments difficiles, où il fallait confirmer. Et il avait confié à nos micros, j'ai pleuré et je pensais que, en gros, pleurer, ce n'était pas la solution. La préparation mentale aujourd'hui, c'est central. Vous l'avez aidé au club à ce moment-là ? Bah, ce qui est central, c'est qu'on a affaire à des êtres humains, avec leurs forces, leurs failles, leurs doutes. Et ça, c'est pas parce que ce sont des joueurs de foot professionnels que ce ne sont pas des hommes qui ont une vie de famille, qui ont leurs soucis ou leurs craintes. Voilà. Et il faut les accompagner. Parfois, les accompagner, c'est justement ne rien dire ou ne rien faire. Parfois, c'est de tendre la main. Parfois, c'est de les orienter ou d'amener des gens ou des compétences autour pour qu'ils aillent voir ces autres compétences. Voilà. Donc, après, chacun prend ce qu'il a envie de prendre, mais il faut mettre ses compétences au service des joueurs, parce que c'est au service des joueurs et au final pour la performance. Voilà. Parce que si on veut que les joueurs soient bien, c'est pas juste pour qu'ils soient bien et qu'on s'entraîne avec la banane tous les jours, c'est au final c'est pour gagner des matchs quand même. Voilà. Vous parliez du yoga, dans les gens qui nous regardent, il n'y a pas forcément que des fans de foot. C'est quelque chose qui vous apporte quoi finalement en tant que joueur, staff et peut-être être humain si je vais pas parler pour les joueurs, parce que chacun il retrouve ce qu'il a envie d'y retrouver. Moi, ce que j'y retrouve, au-delà de bouger un peu mon corps ou c'est surtout d'avoir un moment où je laisse le mental, ou en tout cas l'objectif c'est de laisser le mental au repos. Voilà. Et d'ailleurs, ça marche pas toujours. Voilà. D'ailleurs, des fois je finis l'heure de yoga et je me dis bon, j'ai pas beaucoup décroché aujourd'hui, parce que ça a toujours voilà. Et les moments où ça arrive quand même maintenant très souvent, parce que ça fait quelques années que je pratique, où j'ai laissé le mental au repos et que j'étais pleinement dans la séance, bah là ça a été un bon moment. Parce que d'abord j'ai régénéré là-haut, et après que sur le corps aussi. Mais bon, c'est beaucoup de choses qui se passent là. Donc, voilà. Votre femme continue régulièrement de vous alerter en disant « Franck, stop, doucement, on se calme ». Non, des fois elle m'alerte parce qu'elle me parle et puis voilà, je suis pas là, quoi. Donc, j'essaie de faire attention à ça, parce que c'est un métier qui est très prenant. Voilà, qui est très prenant. Voilà, mentalement, c'est pas tant physiquement, parce que je fais plus beaucoup d'efforts, mais c'est voilà, sur la charge mentale, parce qu'on a toujours des choses en tête, quoi. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut toujours se régénérer. Pour pouvoir se régénérer, il faut réussir à couper, et puis aussi pour son entourage. Voilà, Parce qu'ils aussi sont pour son très entourage. importants aussi. Bah, ils sont essentiels, voilà, que ce soit pour les staffs. Enfin, je suppose que votre entourage est essentiel pour vous. Donc il n'y a pas de raison que pour moi, ou pour les joueurs, ou pour les autres membres du staff, ça ne soit pas la même chose. Voilà, donc oui, il faut, pour être bien avec eux, faut s'occuper d'eux. Pour s'occuper d'eux, il faut prendre les moments où on coupe vraiment, véritablement. Et ils ne sont pas si nombreux. Le grand public vous voit grosso modo 2 heures par semaine pendant le match. Ça ressemble à quoi sinon une journée type pour vous, en nombre d'heures notamment? Je vous imagine de longues amplitudes quand même. Oui, c'est bon. J'ai même des membres du staff qui arrivent d'ailleurs avant moi, parce qu'ils sont encore plus lève-tôt. Donc j'ai des membres du staff qui arrivent à 7h du matin. Moi, j'arrive souvent vers 8h. Après, je suis plutôt souvent dans le dernier à partir avec Alex, l'analyse vidéo, qui est encore régulièrement après moi. Après, ça varie. Ça peut être 19, 20, ouais, j'essaye de ne pas aller après trop 19h, ça fait déjà une belle amplitude. Et puis après, il y a des moments aussi dans la semaine où j'essaye, à J-2 par exemple, de ne pas partir trop tard. Ça me permet d'aller ou aller me promener, ou aller faire un peu de sport. Voilà. Bon. Et après, il y a des amplitudes importantes, parce qu'il n'y a pas trop de week-ends dans le foot. Voilà, mais bon, c'est tellement un métier de passion que ça, on s'en rend pas trop compte en fait.
Voilà. Moi, ça fait peut-être 20 ans que je suis entraîneur. J'ai toujours travaillé peut-être entre 50 et 70 heures par semaine. Mais bon, c'est un métier de passion. Alors, les heures, c'est pas les mêmes heures, quoi. Est-ce que l'Europe, ce serait une belle récompense pour tout ce qui a été accompli depuis plus d'1 an et demi aujourd'hui, depuis le retour du club en Ligue 1, où c'est quelque chose, pas d'anecdotique, mais que souvent on met en avant pour vous dès que ça gagne et que l'on remet en question quand ça perd ou quand ça ne gagne pas. Mais ça, c'est votre job, ça, c'est comme ça. Quand on vient de gagner 2 matchs, vous parlez d'Europe, et puis quand on en perd un, vous dites « Ah, l'Europe s'éloigne ». Bon, c'est le deal, quoi. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, ça, c'est pas le souci. Ce qui compte, c'est de construire les choses. Voilà. Et de travailler avec certains objectifs. Aujourd'hui, dire pour le Racing Club de Lens que l'Europe est un objectif, moi, je lutte contre ça. Ça ne peut pas être un objectif quand on est le 16e, 17e budget, quand on était en Ligue 2 il y a 2 ans. Par contre, de travailler pour s'améliorer, pour être le plus haut possible, pour avoir l'ambition un jour, par le travail et puis par des choses qui doivent continuer à évoluer dans le club, d'amener de nouveau le Racing Club de Lens en Europe, bien oui, bien sûr. Après, si c'est dans 5 mois, c'est dans 5 mois et c'est exceptionnel. Et puis si c'est dans 2 ans, c'est dans 2 ans. Voilà. Mais il n'y a pas de tabou avec, j'ai pas de tabou avec l'Europe. C'est juste, il faut quand même mettre les choses à leur place. Et voilà. Ce que je veux pas, c'est que les gens, et même pas l'extérieur, c'est même pas l'extérieur, c'est même pas les supporters. Les supporters, ils ont le droit de rêver et c'est normal. C'est qu'en interne, on se dise pas comme on aurait pu se dire l'année dernière, on est 7e, quelle déception. Vous vous rendez compte? Les gens, ils me disent ça, et par contre là, je deviens fou. Je me dis, mais vous rigolez ou quoi? C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Voilà, c'est simplement ça. Après, que les gens ont envie de vivre l'Europe, que le public lensois a envie de vivre l'Europe, ben évidemment, et puis je les comprends. Hein. Mais moi aussi, hein. Et les joueurs aussi. Mais allons-y par étapes. Vous parliez des choix de l'entraîneur, vous en avez réalisé un assez important il y a quelques semaines, c'est concernant les gardiens de but, ici au RC Lens. Après quelques semaines, justement, quel bilan vous faites du nouvel entrant, si je puis dire, Fariñez, et puis de la gestion de Jean-Louis Léca dans cette période qui n'a pas dû être simple pour lui, j'imagine? Oui, c'est jamais simple quand un joueur c'est un titulaire, et puis que même si c'est une discussion qu'on a déjà eue, il n'a pas découvert ça, mais qu'il est titulaire un match sur 2 ou 2 matchs sur 4. Forcément, c'est en partie un changement de statut, mais il fallait évidemment un peu de temps pour digérer la situation, mais Jean-Louis a été très vite top, voilà, très vite top. Et puis parce qu'il sait, c'est le club qui compte le plus. Et c'est pas l'entraîneur, c'est pas Jean-Louis Léca, c'est pas Vulcaire, c'est le club et la projection du club. Et la projection du club, c'est de se dire, Jean-Louis ne sera pas éternel, comme personne n'est éternel dans un club, mais qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois ou dans 1 an et demi, et avec qui on le fait. Et là, moi, je dois prendre des décisions en tant qu'entraîneur, principal, manager. Voilà. Et si, avec la direction du club, on se pose la question de savoir si Vulcaire peut prétendre à être le numéro 1 complet à un moment, il faut aussi le mettre en situation. Alors, 2 options, c'est plusieurs options. On attaque la saison d'après, on le lance, avec tous les risques que cela comporte. On change au mois de janvier, et je dis à Jean-Louis, Jean-Louis, merci pour tout, maintenant c'est Vulcaire. Sauf qu'au bout de 2 mois, si Vulcaire ça se passe pas bien, comment on fait? Ou alors, mais toutes les options sont possibles, ou alors c'est celle que j'ai prise. Jean-Louis a toujours fait du bon travail, Vulcaire a un potentiel, on fait 2 matchs, les 2 sont numéro 1, doivent s'accompagner mutuellement, continuer à se faire grandir, et puis ça n'empêchera pas de regarder bien précisément ce qui s'est passé pendant ces 6 mois, et puis pour l'un comme pour l'autre, de décider de la suite. Est-ce que Francaise est prêt aujourd'hui pour être le numéro 1 l'été prochain? Je sais pas. Donc non. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est numéro 1, et quand il est numéro 1, il fait de bonnes perfs. L'image de son dernier match contre Clermont, où il fait un très très bel arrêt. Moi, je vois que sur les matchs, ça avance, ça progresse, qu'il se lâche de plus en plus.
parce qu'il y a la qualité du joueur, elles sont là. Si je n'étais pas sûr des qualités du joueur, mais jamais j'aurais mis pour faire 2 matchs de match, parce que je suis persuadé des qualités du joueur. Mais après, il y a l'autre dimension qui est un championnat qui est quand même très différent. Il y a dans la durée, il y a les aspects mentaux. Voilà, donc on a besoin de quelque part de réponses, mais comme on a besoin avec tous les joueurs. Sauf que on peut penser que le poste de gardien est un poste différent. Ça reste un des 11 postes. Et voilà. Mais aujourd'hui, je trouve que l'évolution de Vulcaire sur le terrain de Ligue 1, l'évolution est bonne. Vous parliez du travail sur la durée, sur une vingtaine de mois. On a notamment 2 hommes forts, Jean-Louis Léca et Yannick Cahuzac. On n'est pas dans le vestiaire au quotidien, mais d'après ce que vous dites et ce qu'on ressent, ce sont des cadres. Je ne sais pas si vous confirmez ça. Comment vous gérez le fait qu'ils jouent moins? Comment on gère des cadres qui ont un rôle important dans le vestiaire, sur le terrain aussi, mais moins en ce moment? En disant les choses. Voilà, notamment quand on a fait signer Patrick cet hiver, voilà, j'ai échangé avec lui, mais depuis que je suis entraîneur, d'ailleurs, c'est le premier capitaine que j'ai nommé au moment de mon arrivée. Si je l'ai nommé, c'est parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, c'est quelqu'un d'intelligent, et qui sait aussi évidemment d'une part qu'il est plutôt sur la fin de sa carrière, et voilà, et qu'en même temps il sait aussi très bien qu'il y a des joueurs au milieu. Alors Patrick est arrivé, mais Seko ou Douk qui font des très très grosses saisons. Donc tout ça, il est conscient. Mais par contre, ce qui est exceptionnel, c'est qu'à chaque entraînement, il tire la bourre, il fait en sorte que l'équipe dans laquelle il est soit la plus performante possible, pour qu'au final l'équipe soit l'équipe qui va jouer, mais l'équipe c'est Racing Club de Lens, soit le plus performant possible. Donc voilà, mais je pense que c'est parce qu'on a des échanges, on a toujours eu des échanges francs et directs, voilà, et vraiment avec KU c'est fluide, voilà, c'est fluide. Parce que voilà, il n'a pas joué en Ligue 1 depuis le mois de décembre. Voilà, il est en fin de contrat. Ça veut dire que c'est clairement la fin de son aventure en tant que joueur au Racing Club de Lens. Oui, 99%, parce que dans le football, des fois, il faut toujours se garder le petit pourcent d'incertitude. Et oui, alors après, il y aura d'autres ouvertures pour lui dans le football, peut-être en tant que joueur, peut-être en tant qu'entraîneur, en staff. Voilà. Mais oui, évidemment que KU, il est plutôt, voilà, à ce moment-là, en tout cas, la fin de l'aventure de joueur avec le Racing Club de Lens. Mais après, la suite, c'est lui qui décidera du reste. Vous savez s'il y aura de grands changements sur la saison prochaine? On sait que ça se prépare assez tôt, peut-être trop tôt pour que vous nous en dévoiliez les contours, mais il y aura quand même quelques cadres qui sont, que je l'ai dit, sur les 20 mois importants. Un Seko Fofana qui doit être courtisé. Vous l'imaginez comment, cet effectif? Aujourd'hui, c'est évidemment trop tôt pour savoir. Ce qui est certain, c'est qu'on a réussi à peu bouger notre effectif. En tout cas, l'effectif a bougé. Mais l'effectif cadre, les joueurs qui jouent, ça a peu bougé parce qu'on a eu finalement un gros départ du noyau de 14-15 qui jouait beaucoup, et même du noyau de 10-11. Le seul vrai départ, c'est Loïc Badet qui a été transféré à Rennes. Donc c'est rare d'avoir finalement sur 14-15 joueurs qui jouent beaucoup un seul départ. Certainement ou probablement que ça sera un peu différent l'été prochain. Ça sera aussi un peu différent parce qu'on performe et que les joueurs performent. Et quand les gens performent, ça attire toujours des convoitises. Donc voilà. Mais vous dire aujourd'hui, c'est pas le moment parce que d'une part, je n'en sais pas plus finalement, pas plus que vous. Si ce n'est que oui, il y a des joueurs qui sont courtisés, mais quand ça marche, c'est juste une logique, quoi. Voilà. Mais tous les ans, dans tous les clubs, c'est comme ça. Après, c'est comment
on continue à construire, comment les gens qui travaillent derrière pour préparer la saison 22-23 et la 23-24. C'est ça. Mais moi, je fais confiance entièrement aux gens qui travaillaient dans ce sens. Ouais, oui, parce qu'il y a forcément une crainte de perdre en même temps des joueurs cadres, par exemple, que sont Fofana, Doucouré, Klose, quand je prends quelques éléments de l'entrejeu. Bon, vous savez, les entraîneurs, ils ont tous envie de garder leurs meilleurs joueurs et puis, si possible, de recruter encore un ou deux autres de très très bons. Mais après, il y a la réalité à la fois des possibilités du club et puis du marché du foot. Et ça, les entraîneurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il y a des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas avoir beaucoup d'influence. Un petit mot aussi sur la jeunesse, la formation. Il y a le petit Pereira da Costa qui a clairement intégré la rotation. Mais aujourd'hui, il est un peu seul. La saison dernière, il y avait le petit Boura. Aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir travailler, pas repenser, mais insister là-dessus. Alors, il n'est pas seul. Il est seul sur un temps de jeu conséquent, puisqu'il est quasiment à 800 minutes et il reste quand même presque un quart du championnat. Donc il est véritablement, après une année, on va dire, de découverte, il est rentré dans une année de développement, d'apprentissage de la Ligue 1, et ses performances quotidiennes m'amènent à ce qu'il joue plus. Il a joué le dernier match titulaire, il a fait un bon match. Après, il y a d'autres joueurs qui ont vécu leurs premières minutes cette année, qui sortent de la formation. Brian, un autre Pereira, Brian, qui progresse, qui n'a pas repris avec nous d'ailleurs, mais qui est maintenant régulièrement dans le groupe pro, voire presque exclusivement dans le groupe pro. Il y a Jonathan Varane qui a connu ses premières minutes, même si là il a été prêté, parce que justement, dans la formation et la post-formation d'un joueur, il y en a certains qui peuvent, comme David, on va dire, rester dans le groupe de Ligue 1, apprentissage, développement, faire quelques minutes, mais on se dit, lui, en l'occurrence, il va être prêt pour aller grappiller plus de temps de jeu parce qu'il en a le potentiel. Puis après, il y a la majorité des autres, parce qu'on parle de Ligue 1 quand même, et plutôt de top 10 depuis 2 ans, qui apprennent, qui progressent, mais qui ne sont pas encore plus forts que des joueurs confirmés. Et eux, soit ils doivent continuer à se développer en interne, avec la réserve, avec des entraînements avec nous, ou ils doivent se développer par des prêts de développement, voilà, qui nous servent aussi, nous, d'étalons, en fait, pour se dire, lui, en national, ouais, ça passe sans problème. On va aller peut-être trouver un club de Ligue 2 et puis on va voir où c'en est. Ou alors, on voit qu'en Ligue 2, certains, c'est bien, mais est-ce que ça sera suffisant pour être l'année prochaine dans la rotation en Ligue 1? On peut s'interroger. Donc voilà, mais ça c'est une vision, nous c'est la vision club, la vision globale. Et après, évidemment que les formateurs, ils ont envie d'amener des joueurs, mais évidemment que c'est pas si simple, ça dépend de beaucoup de choses. Le club a été pendant 10 ans plutôt en Ligue 2, donc on attire moins aussi les joueurs à potentiel quand on est en Ligue 2. Donc ça dépend vraiment de beaucoup d'éléments. Voilà, mais il faut travailler. Faut travailler. J'avais une dernière question. On disait que certains joueurs de Lens attirent les grands clubs, mais est-ce que vous sentez que l'image de Lens aussi dans le football français et européen pour attirer des grands joueurs, de bons joueurs à Lens, vous sentez que vous êtes attractif avec le public, vos résultats, votre management? Vous le sentez, ça? Je pense que le Racing Club de Lens a toujours été attractif. Voilà. Alors forcément, il l'est encore plus quand le club est en Ligue 1, quand il est plutôt bien positionné en Ligue 1, quand le jeu est attractif, parce que le public, les joueurs savent depuis longtemps qu'il y a un public exceptionnel. Après, il y a des joueurs qui ont envie de venir. Maintenant, il y a entre les joueurs qui ont envie de venir et la possibilité de faire certains joueurs, il y a d'autres choses qui se passent, quoi. Il n'y a pas que la volonté, sinon ça serait parfois un peu plus simple. Merci Francaise pour Merci cet entretien ici à la Gaillette. Et si j'ai bien compris, pas besoin de qualification européenne pour sortir une bonne bouteille de vin en fin de saison. Non, Avec modération. elle n'en sera que meilleure. Elles n'en seront que meilleures. Ah, ouais. Mais évidemment que ça fait partie des moments de plaisir de la vie. Et c'est pas parce que
parfois on a une déception ou un petit contretemps qu'il faut oublier les plaisirs de la vie, parce que c'est justement partie de la vie. Merci. Merci pour ce moment en tout cas. Merci à coach. vous.